Mes chers collègues, nous accueillons pour cette dernière audition de l'après-midi M. Jérôme Léonet, directeur général adjoint de la police nationale, accompagné par Alexandre Fouchard, chef de bureau de préparation à la gestion des crises au cabinet du directeur général. Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Notre mission d'information sur la résilience nationale souhaite recueillir votre témoignage et votre analyse pour deux raisons principales. Tout d'abord, la police nationale est bien entendu un acteur de premier rang lorsque surviennent des crises graves ou des catastrophes. La question de sa propre résilience et de ses capacités d'adaptation à l'imprévu est donc primordiale. Ensuite, la police nationale est quotidiennement au contact des populations, donc elle est sans doute une des administrations les plus à même d'observer les mutations de la société, les fragilités, et de mesurer sa capacité à réagir à des situations de crise de grande ampleur. Je vous propose donc de prendre la parole pendant 10 minutes et nous poursuivrons ensuite les échanges sous forme de questions-réponses. Comme nous n'avons personne après vous, ce sera plus simple. Allez-y. Merci beaucoup, madame. Si vous m'y autorisez. Merci pour ce propos introductif qui effectivement décrit bien la position qui est celle de la police nationale par rapport à cette question cruciale de la gestion de crise. Peut-être dans les 10 minutes de propos introductifs, profiter de cette occasion pour vous brosser un tout petit peu les grandes thématiques sur lesquelles nous abordons ou à travers lesquelles nous abordons cette question de la gestion de crise. Et peut-être, si vous en êtes d'accord, vous indiquer d'emblée que la première des questions pour la police nationale, comme pour la plupart des institutions qui sont sur les sujets de gestion de crise, c'est l'anticipation. Et sur ce sujet de l'anticipation, il faut mentionner, il faut souligner tout l'apport qu'a pu représenter la montée en puissance sur la période qui s'est ouverte en 2013-2014 du renseignement territorial. Je le mentionne parce que la police nationale, après la réforme de 2008 qui a vu la DST devenue DCRI puis DGSI quitter le giron de la police nationale, avait en fait de service de renseignement un service qu'on avait baptisé l'information générale qui pendant plusieurs années a eu des difficultés à maintenir la qualité de recueil de l'information et donc d'anticipation qu'on pouvait attendre d'un service de renseignement. Et après des années où l'ensemble des observateurs, à commencer par les préfets, les élus également, dans les territoires, soulignaient la fragilité, la faiblesse de ce qu'était devenu l'information générale après 2008. La création du renseignement territorial est importante de ce point de vue parce que, pour dire les choses rapidement, d'un effectif qui était grosso modo de 2500 agents, alors que les renseignements généraux dernière époque étaient à 3500, il a fallu en 2013-2014 retrouver à la fois une capacité humaine, des effectifs et j'allais dire, les différents sujets qui sont ceux d'un service de renseignement au plus proche des préoccupations de nos concitoyens et de la police nationale. Ce qu'on appelle un service de renseignement du premier niveau, qui est monté en puissance donc à partir de sa recréation en 2013 et qui n'a cessé de bénéficier d'effectifs supplémentaires, ce qui, et j'en reviens à notre sujet sur les crises, est un atout pour la police nationale, d'abord un atout pour la sécurité publique. La police nationale, et j'aurais pu commencer par là, c'est 146 000 agents. Sur ces 146 000 agents, 65 000 composent la sécurité publique. Et la sécurité publique, c'est la force de la police nationale qui prend le choc du quotidien, qui prend le choc de toutes les crises. Des crises
d'ampleur ou d'envergure nationale, voire internationale, jusqu'aux crises du quotidien qui peuvent agiter des quartiers, comme on en connaît aujourd'hui quasiment tous les jours. L'importance de remettre à niveau un service comme le renseignement territorial était cruciale pour la sécurité publique. Et pour avoir eu le privilège de diriger ce service pendant 3 ans, je dirais qu'aujourd'hui, sur l'anticipation, c'est l'atout essentiel dont nous disposons. C'est un atout interne, encore une fois, à la police nationale, parce qu'il vit au quotidien, ancré dans la sécurité publique. Si je le mentionne, c'est aussi pour rebondir par rapport à ce qui peut être dit ici ou là sur la nécessité de rendre le renseignement territorial autonome. Pour la sécurité publique et pour la police nationale, une autonomie du renseignement territorial serait une perte par rapport aux bénéfices, aux gains que nous vivons aujourd'hui, avec cette proximité, encore une fois, avec la sécurité publique. Les effectifs du RT sont concrètement dans des bureaux, dans les mêmes bureaux que la sécurité publique. Tout ce qu'ils peuvent recueillir, j'allais dire, sur le quotidien ou sur le moins quotidien, les subversions, le risque radicalisation, tout ça est, j'allais dire, pris en compte de manière native par la sécurité publique. Et donc pour la police nationale, le RT tel qu'il est aujourd'hui reconstitué, avec des effectifs qui sont à peu près ceux qu'on connaissait à 200 près à la fin des RG, cette revitalisation du renseignement territorial est une donne importante. Je mentionne un deuxième aspect essentiel, c'est qu'il n'y a jamais eu un gendarme aux renseignements généraux, alors même qu'aujourd'hui, dans les rangs du renseignement territorial, sur 3200 effectifs, vous avez 350 gendarmes qui permettent à ce service de faire un vrai travail d'anticipation sur l'ensemble du ressort. On a l'habitude de dire que police et gendarmerie se répartissent le territoire, chacun sur sa zone. Le bénéfice du renseignement territorial, qui est un service commun aux deux armes, c'est d'être compétent sur l'ensemble d'un département et d'être capable de gérer une crise, j'allais dire, sur le territoire de compétence de la gendarmerie nationale. On l'a vu sur des épisodes que vous avez à l'esprit, Sivins, Nantes, enfin toutes les crises qu'a pu connaître la gendarmerie au cours des dernières années, et puis les crises qu'on a en milieu urbain, évidemment. Je voulais le mentionner parce que pour cette capacité d'anticipation qui est vitale pour gérer les crises, ce renseignement territorial est pour nous essentiel. J'ajoute qu'il nous permet aussi de faire un lien au quotidien avec le reste de la communauté du renseignement. Et là, je l'indique parce que, ayant eu le privilège de travailler à la coordination du renseignement pendant quelques années avant de prendre mes fonctions, de revenir à la police nationale, j'ai pu constater combien cette communauté du renseignement à laquelle participe le renseignement territorial permet à ce service de pouvoir éclairer la police nationale sur d'autres sujets que ceux qu'il gère. C'est un petit peu le service de liaison que nous pouvons avoir avec la communauté du renseignement. Très concrètement, dans les bureaux du service central du renseignement territorial, vous avez une antenne, une liaison de la Direction générale de la sécurité intérieure de 6 fonctionnaires qui, au quotidien, échangent leurs informations. Voilà, encore une fois, je le mentionne parce que il est essentiel pour la DGPN d'avoir cette capacité d'anticipation qui est aujourd'hui incarnée par le renseignement territorial. Alors, l'anticipation, c'est une chose. Le suivi de la crise en est une autre. Bien évidemment, le RT joue son rôle, mais en première intention, c'est le travail qu'on attend de nos états-majors en centrale.
une mention pour indiquer que la DGPN s'est dotée il y a quelques années maintenant d'un état-major qui est un état-major qui couvre l'ensemble des domaines de compétences de la police nationale, ce qui n'était pas réalisé auparavant et ce qui, à chaque fois, nécessitait de faire, j'allais dire, le recensement des différentes informations pour arriver à compiler les choses. Aujourd'hui, nous disposons de cet état-major qui est le centre d'information de la police nationale, qui préfigure le sujet dont je vous parlerai tout à l'heure sur nos projets de réorganisation de la police nationale. Bon. Les états-majors donc convergent vers un seul point d'information, ce qui permet au DGPN d'obtenir ou d'avoir une information consolidée et de donner des informations, un fil d'informations aussi complet que possible au ministre de l'Intérieur. Ce travail en centrale n'est rien pour la police nationale sans évidemment le recueil de ce qui se passe dans les territoires, et ça doit d'abord au maillage territorial qui est le nôtre en sécurité publique. Alors un mot sur ce maillage territorial, car il a évolué au cours des dernières années, singulièrement depuis le début de cette année, avec une institution qui est une institution nouvelle, que sont les directeurs zonaux de la sécurité publique. Jusqu'à l'année dernière, la sécurité publique était uniquement organisée au niveau départemental, ce qui correspond au territoire essentiel de gestion de crise, les préfets à la tête des services et l'échelon départemental et l'échelon naturel d'évolution de la police nationale dans les territoires. Pour autant, on s'était rendu compte que nous avions besoin, entre l'échelon central et l'échelon départemental, d'avoir une capacité de coordination des services de police, à la fois pour permettre de nous renforcer en cas de crise, faire appel à des effectifs de départements voisins pour renforcer une ville en difficulté, et également pour arriver à, rapprocher les doctrines entre départements sur la manière d'intervenir sur ces crises. Tout le travail qui a été fait en centrale sur la gestion de crise, le schéma national d'intervention, y compris les questions de maintien de l'ordre, n'ont de sens que si nous avons de quoi relayer, au-delà des questions de formation, que nous avons de quoi relayer dans les territoires une doctrine, une posture, des bonnes pratiques également. Tout ça nous est désormais facilité par l'institution des directeurs zonaux de la sécurité publique. Cette nouvelle institution étant à rapprocher de ce que la police nationale veut faire aujourd'hui en termes de réunification de la police nationale. Alors le mot est probablement peu adapté à ce que je voulais décrire. La police nationale est bien évidemment unifiée, mais vous savez bien qu'elle est souvent fragilisée par le fait d'être organisée de manière un peu silotique. Le terme a été employé il y a encore peu de temps. Les différentes spécialités de la police nationale se sont construites, police judiciaire, police aux frontières, y compris le renseignement, de manière souvent un petit peu au gré des événements, et on ressent le besoin aujourd'hui de réunifier l'ensemble de ces spécialités, de ces filières métiers sous une bannière. Alors, l'idée a été exprimée assez clairement dans le livre blanc pour la sécurité intérieure.
On a bénéficié également d'une expérimentation outre-mer. En 2020, on a créé 3 directions territoriales de la police nationale outre-mer, en Guyane, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Je le mentionne parce que c'est à partir du bilan positif qui était tiré par les différents observateurs, corps préfectoral, magistrats de l'ordre judiciaire, sur la manière de fonctionner de ces directions territoriales, qu'on a proposé au ministre de l'Intérieur d'expérimenter dans l'Hexagone 3 directions départementales de la police nationale, à droit constant, dans le Pas-de-Calais, dans les Pyrénées-Orientales et en Savoie. Alors, le premier bilan qu'on en a tiré est un bilan qui est plutôt positif. Je dis plutôt positif parce que comme il est à droit constant, il est difficile de le... d'être définitif. Ce qui est vrai, c'est que cette réorganisation de la police nationale, dans la foulée de ce que nous avions commencé à faire avec les directions zonales de la sécurité publique, nous permet de mettre sous un commandement unique police nationale les différentes forces que la police nationale compte dans un département. Un exemple rapide, je reviens à l'outre-mer, où à Mayotte, vous aviez une partie sécurité publique qui était confrontée à ces crises, qui sont des crises essentiellement de violence urbaine, et puis la partie des effectifs de la police nationale, qui étaient ceux de la police aux frontières, qui, eux, géraient les crises migratoires ou la crise migratoire, chacune de son côté, et la marge de progression pouvait constituer le renfort de l'une à l'autre, n'était pas si évidente que ça. Bien évidemment, ces renforts existaient, mais ils étaient probablement pas suffisamment réactifs. La création d'une DTPN à Mayotte nous a permis, de manière très automatique, entre guillemets, de susciter des renforts quand une crise dominait et pas l'autre, pour permettre de nous renforcer et de réussir à mieux gérer ces événements. Ça a été observé pendant toute l'année 2020 et l'ensemble, encore une fois, des interlocuteurs que nous avons eus nous ont dit que c'est un système qui marche. Alors, en métropole, sur les 3 départements que je citais, dans l'Hexagone, nous avons le sentiment qu'effectivement, on a trouvé des marges, dans des départements qui, comme vous l'aurez observé, sont souvent effectivement confrontés à du migratoire aussi. On avait besoin de cette capacité à observer ce phénomène qui est un phénomène important. Côté investigation, police judiciaire, une capacité aussi à mieux animer l'ensemble de la filière investigation. Je le dis parce que la sécurité publique, pour être élu dans les territoires, vous le savez aussi bien que moi, est confrontée au premier niveau, au niveau de plainte, du quotidien. Mais c'est dans ces plaintes du quotidien que nous avons aujourd'hui des infractions de plus en plus graves. Donc il est indispensable de faire en sorte que la police judiciaire pilote l'ensemble de cette filière investigation. C'est la vertu de cette réorganisation. Très rapidement, pour éviter de déborder de trop par rapport au temps que vous m'avez donné, vous dire que la gestion de crise, c'est aussi, et la présence d'Alexandre Fouchard à mes côtés en témoigne, c'est aussi une vraie spécialité sur laquelle nous cherchons à la DGPN à essayer de mieux acculturer l'ensemble de nos effectifs, des sujets sur lesquels nous n'étions pas très bons. La planification, c'est quelque chose qu'on a appris de nos camarades militaires et sur lequel nous faisons aujourd'hui de gros progrès. Je mentionne que au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, nous avons désormais un commissaire général qui travaille directement auprès du secrétaire général à la coordination, ce qui nous permet d'avoir une vision globale de tous les sujets que suit le SGDSN. Et ça nous permet d'être totalement en phase avec cette institution qui est l'institution qui nous permet de faire de progresser en matière de planification. Et puis, en dernier lieu, les exercices qui sont
plus nombreux, bien plus nombreux aujourd'hui dans tous les secteurs de crise qu'auparavant. Et puis une dernière notion qui est essentielle, et là aussi où la police nationale avait des progrès à faire, qui est la notion de rétex. La notion de rétex que nous avons également regardé et vu du côté SGDSN et qu'on essaye d'appliquer à l'ensemble de nos crises, qu'elles soient qu'elles soient subies, réussies, échecs. La notion de rétex est essentielle. Nous la développons actuellement sur l'ensemble du scope, y compris en sécurité publique. Voilà les quelques éléments que je pouvais vous donner. J'ai bien conscience de ne pas être forcément complet, mais c'était l'occasion de vous présenter les évolutions qui sont celles de la police nationale. Merci, monsieur le directeur. Vous souhaitez compléter, monsieur Fouchard, ou vous répondrez aux questions? Non, je réponds aux questions, merci. Très bien. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Attends, pardon. Oui. Est-ce que monsieur Goudfard a une question avant de partir? Non. Bon, alors, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Alors, nous connaissons un peu mieux les gendarmes parce qu'on a l'occasion d'auditionner le DGIGN et par ailleurs, pour ma part, je suis dans une circonscription 100% gendarmerie, donc que ce soit comme maire ou député. Et j'ai eu plus l'occasion de travailler avec des gendarmes que des policiers. Et à titre personnel, j'ai jamais eu affaire à la police, ce qui est plutôt un bon signe, j'espère. En tout cas, je note que vous avez eu pas mal d'éléments, rétex, planification, création d'un état-major, qui montrent qu'il y a une fertilisation croisée. Et j'espère que les gendarmes en apprennent autant de vous. Alors, concernant l'anticipation, vous en avez beaucoup parlé. Et j'aimerais savoir quels sont les scénarios les plus durs sur lesquels vous travaillez. Existait-il dans la police nationale, avant 2015, une anticipation des attentats de si grande ampleur que ceux du Bataclan? Et finalement, d'un point de vue méthodologique, comment vous arrivez à anticiper un peu hors cadre existant? Dans les armées, par exemple, il y a une Red Team Défense qui associe des gens qui ne sont pas dans le système et qui réfléchissent un peu de manière ouverte au pire de ce qui pourrait arriver. Est-ce qu'il y a cet exercice d'anticipation prospective également au sein de la police nationale? Merci. Peut-être de manière assez directe, vous indiquer qu'avant 2015, nous avons sur des sujets qui étaient des sujets émergents depuis plusieurs années. Je pense à tout ce qu'on a pu faire sur les scénarios de type Amok après Breivik. Amok, en fait, le parcours du tueur qui finit en suicide by cop. Amok, du nom du bouquin de Zweig. Et dans la foulée de ce terrible fait divers qu'était la tuerie Breivik, la police nationale a commencé dès les années 2009 en constituant la force d'intervention de la police nationale qui était sous la bannière du RAID, qui est notre unité d'intervention, la mise en réseau de tous les groupes de sécurité de la police nationale qui travaillent sur l'ensemble du territoire avec un maillage qui est un maillage sur lequel nous partageons les théâtres de crise avec nos camarades de la gendarmerie. Et donc, voilà, exactement, GIGN et ses différentes filières. Et à partir de ces années 2009, on a commencé à développer des scénarios type Amok, encore une fois, des exercices dans le domaine de la lutte antiterroriste, différents types de scénarios sur lesquels nous avons été amenés à évoluer au gré de ce à quoi nous étions confrontés. La police nationale a beaucoup appris de nos camarades militaires, mais il est vrai que nous sommes au quotidien confrontés à des montées en gamme de crise. Je pense notamment à ce qu'on a pu connaître avec l'affaire Mera, qui a été une étape dramatique dans notre confrontation à un nouveau type de crise dans la durée, avec probablement pour
nos services de renseignement une difficulté supplémentaire qui tenait au fait que la commandite sur le vecteur de la menace terroriste était beaucoup plus diluée qu'elle pouvait l'être par le passé. Donc, j'allais dire, une prise de conscience de cette menace, on a employé le terme endogène, mais de la menace que peut constituer un individu qui se radicalise, menace qui n'a fait que se confirmer par la suite. J'ai quelques chiffres à l'esprit que je vous livre pour vous dire à quoi la police nationale a dû se confronter. Quand j'ai pris mes fonctions comme chef du SCRT fin 2014, après la tentative d'attentat de Patrice Enzo Abonayo au commissariat de Joué-les-Tours, qui marque le début, en octobre 2014, le début de l'irruption de la radicalisation dans le paysage terroriste. Le RT, à cette époque-là, avait une quarantaine de profils radicalisés en suivi. Quand j'ai quitté mes fonctions en 2017, on en avait 4200. Était passé par là toute la période des attentats. Voilà. Alors, la police nationale s'est retrouvée confrontée et c'est quelque part, j'allais dire, mis à ce sujet. Par rapport à la notion de planification, quand on a créé le renseignement territorial, quand on a recréé le renseignement territorial en 2013, normalement, le renseignement territorial ne devait pas s'occuper de lutte antiterroriste. Et c'est l'intrusion de la radicalisation dans le paysage sécuritaire qui a, d'un accord qu'on a passé avec la DGSI, parce que la DGSI ne pouvait pas prendre l'ensemble de ce spectre en compte seul, le RT a donc été amené à évoluer très vite par rapport au cœur de métier qui était le sien, et très rapidement à faire partie de la communauté qui contribue donc à la lutte antiterroriste. Et tout ça a amené le renseignement territorial à devenir un service, j'allais dire, beaucoup plus aguerri que ne l'étaient ses prédécesseurs, et qui apprend quotidiennement de sa proximité avec la DGSI. Les exercices sont faits conjointement, et encore une fois, bien au-delà de cette proximité que nous procure la communauté du renseignement, avec le SGDSN également. Donc, pour répondre à votre question, nous avions commencé auparavant à envisager des scénarios, et nous ne cessons aujourd'hui de travailler avec la DGSI sur ces différents types de scénarios, y compris pour quitter le terrorisme tel qu'on l'a connu au cours de ces dernières années, pour envisager d'autres types de menaces. On parlait de la cybercriminalité ou des cybermenaces, qui sont aujourd'hui probablement les scénarios les plus évolués sur lesquels on peut travailler. Pour ça, nous bénéficions à la fois de ce que la police nationale peut connaître en interne, puisque nous avons, avec la direction centrale de la police judiciaire, un office qui est en pointe sur cette lutte contre la cybercriminalité, mais aussi tout ce que les services de renseignement, sur un spectre beaucoup plus large, à l'international, peuvent nous apporter comme information. Je le mentionne parce que pendant longtemps, on a pensé que sur le cyber, les atteintes au traitement automatisé de données étaient l'apanage d'incidents entre États ou entre organisations travaillant pour des États. Et puis on s'est rendu compte au cours des dernières années que cette menace pouvait frapper un hôpital de taille modeste dans les territoires, et qu'un rançongiciel, ça pouvait aussi exister à ce niveau-là. Voilà. Donc, si vous voulez, on est probablement perfectible dans la planification, mais on essaye d'être le plus proche possible des phénomènes sur lesquels aujourd'hui
la police nationale ou auxquels aujourd'hui la police nationale est confrontée. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose pour compléter la réponse et peut-être apporter une précision. Dans votre question, il y a 2 dimensions. Il y a l'aspect planification à froid. Et effectivement, monsieur le directeur général l'a précisé, on est dans une marge de progression à ce sujet parce que culturellement, on est police nationale, nous, dans une réaction, une agilité du quotidien pour répondre à des situations chrysogènes, mais qui ne font pas forcément crise pour nous. La question de la planification rejoint la question de la crise pour l'organisation et de la manière qu'on va avoir de pouvoir répondre à ces éléments de crise. Et on travaille évidemment sur la déclinaison des plans gouvernementaux qui sont bien entendu préparés par le SGDSN et notamment une montée en gamme importante sur la continuité d'activité puisque Covid nous a bien appris un certain nombre de choses et on est dans cette phase de travail actuellement. Quant à l'anticipation à chaud dans le chaud, si je puis dire, vous parliez de la Red Team des armées notamment, là il y a un travail qui est en cours au niveau interministériel pour définir réellement une méthodologie d'anticipation. Parce que la question de l'anticipation, elle est assez complexe. D'abord parce qu'elle a un lien direct à la temporalité des événements. Et vous le savez, la difficulté en crise, c'est d'avoir conscience de la situation. Et comme les situations sont dynamiques, évolutives, on a compris ce qui se passe et déjà la situation a évolué et changé. Donc la question de l'anticipation, elle se pose en termes de temporalité. Et dans cette temporalité, de définir des objectifs précis pour des organisations complexes, lourdes, qui doivent interagir, travailler ensemble. Et c'est tout l'objet du travail qui est conduit actuellement par le GDSN, auquel la police nationale prend part, aux côtés des autres ministères et des autres directions générales concernées par les situations de crise. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les possibles usages de rançon logiciel. Qu'en est-il de la préparation justement en mode dégradé des transmissions dans la police nationale? Précisément, si on avait une attaque hybride qui à la fois provoquerait un événement grave qui serait de nature à mobiliser beaucoup de forces de police et en même temps une neutralisation des engins, des moyens usuels de communication type téléphone portable, etc. Est-ce que vous avez anticipé ça? Est-ce que vous avez pensé que ça pouvait arriver dans les scénarios possibles, etc. Sur la rusticité des moyens de communication? Effectivement, le sujet est posé. La police nationale est sous la mutualisation par la direction du numérique de l'ensemble des moyens de communication, phonie, téléphonie, sur les moyens radio, des réseaux qui sont des réseaux aujourd'hui anciens, mais qui sont rustiques et relativement résilients, même si ils ne sont pas totalement à la page de ce qu'on peut attendre. Encore une fois, on a tout un programme sur lequel on était en expérimentation avec la gendarmerie nationale sur un réseau radio du futur, avec des réseaux qu'on expérimente dans plusieurs départements et qui, eux, pour le coup, sont très modernes. Tout ça intègre de manière native par rapport au dispositif antérieur des capacités de résilience en cas de crise. Évidemment, maintenant, ce sont des investissements, des scénarios qui se font à l'échelle du ministère et sur lesquels je ne pourrais pas vous garantir que nous serions en mesure de résister à des incidents majeurs, mais sur lesquels nous avons quand même la possibilité. Aujourd'hui, les policiers sont équipés de smartphones
ils sont équipés de radios, ce qui est déjà une diversification de ce dont ils bénéficiaient ou dont ils disposaient avant. Comme je vous le disais, on s'achemine vers la généralisation d'un réseau radio du futur avec la gendarmerie qui devrait être plus résilient. Alexandre, de ce côté-là, vous avez... Non, j'ajoute simplement un élément, la question de la résilience des réseaux, elle rejoint aussi celle de l'interopérabilité, parce qu'en réalité, on a aussi cet enjeu en situation dégradée, c'est comment on fait pour communiquer entre forces intervenantes, entre acteurs dans l'intervention, dans la gestion de crise, et ce sont aussi des sujets sur lesquels on travaille activement. On peut évoquer aussi la question des applications métiers, qui là sont conçus autour du système redondant avec un certain nombre de sécurité et de comment dire de règles de mise en œuvre et qui sont testées quotidiennement, et bien sûr l'approche, encore une fois, la résilience nationale qui nous conduit à tester dans le cadre d'exercices gouvernementaux ces applicatifs, ces réseaux, et de travailler sur leur vulnérabilité. Très bien, merci. Alors, concernant le réseau radio du futur, je regardais un peu le sujet, je suis persuadé qu'il sera plus performant. Je ne suis pas encore persuadé qu'il sera plus résilient par rapport au réseau historique radio qui résistait beaucoup mieux aux tempêtes et qui avait vocation à couvrir des zones beaucoup plus que de couvrir des habitats, sans parler de la cohabitation avec des flux en temps de crise, on va dire, des citoyens qui, en cas de crise, utilisent davantage ces réseaux, même si on peut gérer la répartition des flux. Alors moi, j'aurais une dernière question globale pour qu'on se tienne à notre horaire. On a parlé de planification. Est-ce que la police nationale participe ou organise des exercices de grande ampleur associant les autres services de secours, par exemple en cas d'incidents technologiques ou autres, où je pourrais penser par exemple à la crue centenale à Paris? Quel sera le rôle de la police nationale en cas de crue centenale? Et puis peut-être une question davantage concernant les moyens. Je trouve qu'il serait intéressant que vous nous parliez du projet de mise en place d'une réserve de la police nationale, puisque pour être résilient, il faut être en mesure de monter en puissance dans ces moyens. Et peut-être nous dire, ça peut être une réponse très ponctuelle, si vous disposez de capacités NRBC pour intervenir sur des zones où l'environnement serait très dégradé du fait d'un incident technologique ou nucléaire, si les policiers sont toutefois capables d'intervenir dans ces zones. Merci. Sur les exercices, aujourd'hui, on participe à entre 400 et 500 exercices communs avec la sécurité civile et qui nous amènent à travailler sur l'ensemble des scénarios que vous avez décrits. Oui, entre 400 et 500. Et là, je ne parle que des exercices qui sont des exercices, j'allais dire, sur des crises de sécurité civile essentiellement, avec la sécurité civile. Je vous ai parlé tout à l'heure des exercices purement police sur d'autres. Donc la notion d'exercice, on la vit au quotidien, y compris dans tous les départements, parce que c'est vrai que sur des crises de sécurité civile, le premier intervenant reste en milieu urbain la police nationale. Sur la question que vous avez posée sur la réserve, alors c'est un point que j'aurais dû mentionner dans mon propos introductif. La réserve, pour nous, est quelque chose d'essentiel. Essentiel, non pas tant par la capacité que ça peut représenter pour la police nationale en termes de renfort, ça c'est une chose, c'est sûr, mais surtout parce que ça va permettre à la police nationale de renforcer encore son lien avec nos concitoyens. Actuellement, nous avons, bon an, mal an, entre 4 et 5 000 réservistes que nous utilisons au quotidien dans le cadre d'une réserve dite statutaire. L'objectif que nous poursuivons, à l'instar de ce que nos camarades de la gendarmerie ont fait, et j'allais dire qui marche bien, et quand un truc marche bien, il ne faut pas hésiter. Nous avons donc proposé au ministre de l'Intérieur qu'il a validé et qu'il a présenté dans la représentation nationale
l'ambition pour la police nationale de passer sur une réserve qui est une réserve qui fera appel à nos concitoyens à hauteur de 30 000. C'est très important pour ce rapprochement entre la police et la population. C'est important aussi parce que ça va nous donner accès à des capacités thématiques, des spécialités sur lesquelles nous sommes en besoin aujourd'hui. On a dit un mot du cyber, c'est le cas. On pourrait parler de toutes ces thématiques qui aujourd'hui sont des thématiques techniques ou scientifiques sur lesquelles nous avons besoin du concours d'agents spécialisés, pas forcément pour les recruter, même si il faut là aussi que la police nationale progresse en ouvrant son recrutement un peu plus sur des scientifiques. Dans le cadre de nos missions quotidiennes, avoir des réservistes qui sont des ingénieurs, avoir des réservistes qui sont des juristes, qui sont des gens qui ont des spécialités managériales, c'est une force. Donc une belle ambition sur cette réserve, à la fois pour nous rapprocher, pour rapprocher la police de la population et puis conforter nos capacités. Tout à l'heure, vous disiez, je ne peux pas ne pas le relever, qu'en tant qu'élu dans les territoires, vous n'aviez pas de contact avec la police nationale. C'est totalement anormal. C'est totalement anormal parce que quand bien même vous n'êtes pas élu sur un territoire où la police nationale, la sécurité publique est présente, je vous l'ai dit tout à l'heure, le renseignement territorial est présent sur l'ensemble du département, donc le chef du RT devrait et prendra contact avec vous. Et de la même façon, les effectifs, les cadres de la sécurité publique, aujourd'hui, parce qu'ils sont amenés soit à renforcer ponctuellement la gendarmerie nationale, soit à bénéficier du renfort de la gendarmerie nationale, on veut aujourd'hui que nos cadres policiers aient un contact avec l'ensemble des élus sur le département. Ça n'est pas, ça n'est pas de la flagornerie de le dire, mais si on veut pouvoir apprécier dans un territoire donné, dans un département, la manière dont les choses évoluent, la manière dont les crises se nouent, on ne peut pas se cantonner à sa seule zone de compétence. En tout cas, les chefs de police sont là pour s'ouvrir à l'ensemble du département, de la même façon que les cadres de la gendarmerie doivent évidemment savoir aussi ce qu'il se passe en zone police. C'est bien à ça que sert le renseignement territorial. Moi, la première chose que je dis toujours aux gens du RT, enfin aux cadres du RT quand ils prennent leurs fonctions, vous avez deux patrons dans le département. Vous avez le chef de sécurité publique, le chef de la gendarmerie nationale. Et vous allez voir chacun des deux et vous répondez aux commandes des deux de manière totalement indistincte. Et au quotidien, ça marche mieux. Maintenant, je regrette que vous n'ayez pas eu cette visite. On essaiera de réparer ça. Chez Amélie nous regarde, je vois de temps en temps le DDSP avec le préfet, avec l'ensemble des parlementaires, mais pas effectivement en entretien individuel, mais plus dans le cadre d'une plénière quand on voit l'ensemble des services déconcentrés de l'État. Donc on a quand même ce petit contact ponctuel. C'est très aimable à vous de le dire, mais je le mentionne encore une fois parce que le DGPN conduit depuis l'année dernière un travail d'information, d'explication à l'intention des associations d'élus, de la représentation nationale. Et j'aurais dû le dire dès le départ, il était bien désolé de ne pas être là aujourd'hui avec vous, mais il était contraint par son agenda. Il m'a demandé de le représenter. Mais je veux dire, tout ce qu'on peut faire et tout ce que n'a pas fait la police au cours des années précédentes pour avoir ce lien qui est un lien important, on essaye de le faire aujourd'hui et la réserve
en illustration. Sur le NRBC, alors c'est un sujet sur lequel nous avons là aussi largement progressé, mais peut-être, alors le grand spécialiste étant à ma gauche Alexandre Fouchard, je vais lui laisser vous préciser tout ce que nous faisons aujourd'hui dans un contexte qui est un contexte compliqué, parce que expliquer à des policiers que la menace NRBC est quelque chose de tangible, alors même qu'ils sont confrontés à tout un tas de difficultés au quotidien, c'est compliqué, mais on y arrive. Alexandre, expliquez-nous comment. Merci, monsieur le directeur. C'est un bon exemple de sujet chrysogène. Le NRBC, pour le coup, on a bien une idée très claire de la survenue d'un événement, risque ou menace d'ailleurs, et par essence chrysogène. Pour illustrer la démarche actuelle de la police nationale en matière de compréhension des phénomènes de crise et puis surtout d'adaptation à ces phénomènes, le sujet NRBC est un bon sujet. Pourquoi ? Parce qu'on était sur une doctrine qui s'appelait gestion de foule en milieu contaminé, donc qui était un sujet métier, où on cantonnait la police finalement à un rôle de management de foule dans des situations dégradées. Il se trouve que Lubrizol est passé par là, notamment avec l'émergence d'un risque auquel les policiers ont été exposés, et la prise de conscience d'une nécessité absolue dans ce domaine-là de travailler en interservice. C'est la réalité dans les territoires. En cas de survenue d'un incident, d'un accident, d'une catastrophe, ou même la réalisation d'une menace dans le domaine NRBC, il est inimaginable, inenvisageable de travailler tout seul dans son coin, parce qu'il y a une dimension technique très forte sur le sujet. Du coup, la police travaille depuis 1 an en mode projet, c'est-à-dire en associant l'ensemble des métiers de la police nationale, mais en ayant aussi consulté les partenaires, sécurité civile, gendarmerie et tous les acteurs de la crise. On travaille actuellement sur une doctrine qui s'appelle Doctrine Risques et Menaces NRBC pour la police nationale, et qui intègre un certain nombre de dimensions. La dimension stratégique d'abord, avec des objectifs clairs et bien identifiés, une dimension tactique également, et bien entendu une déclinaison opérationnelle très claire avec, sans rentrer dans les détails, une dimension logistique qui a un sens important dans ce sujet. Voilà. Et du coup, pour dire que sur le NRBC, c'est un sujet porteur pour bien entendu parler des sujets de crise et acculturer en fait l'ensemble des effectifs au niveau opératif, parce que c'est bien là l'enjeu, c'est les effectifs qui interviennent, qui doivent être sensibilisés non seulement à la menace, comme monsieur le directeur l'a rappelé, depuis plusieurs années, on a dû s'adapter, mais aussi à l'émergence de risques et à l'existence de ces risques qui étaient peu connus, en tout cas peu reconnus, jusqu'à notamment la survenue de Lubrizol. Bien, nous vous remercions pour... Alors moi, je tiens à vous préciser, monsieur le directeur, que je vois régulièrement la directrice du RT, que j'ai été contactée par le DGPN, à qui j'ai un peu décalé la demande au regard de nos investissements sur la mission d'information, mais je ne manquerai pas de lui en parler. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pour la sincérité de vos propos.